14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un personnage insoupçonnable en raison de sa façon d'être, le portrait type du gendre idéal ou encore quelqu'un de bon chic, bon genre du style premier de la classe. C'est ainsi que les enquêteurs eux-mêmes décrivent Jean-Yves Morel. Mais comment pouvoir demeurer si imperturbable après avoir commis de telles monstruosités ? Bonjour, Jean-Yves Morel était un bon père de famille, un bon voisin, un bon collègue de travail, une existence sans écart, sans vagues et sans excès, technicien de laboratoire rigoureux et mari pantouflard. À son travail comme chez lui, il semblait mener sa vie à la minute près afin que rien ne lui échappe, jusqu'à ce que ce masque tombe au printemps 1998, avec la découverte derrière les murs de son pavillon normand des cadavres de deux jeunes femmes. Le deuxième visage de Jean-Yves Morel va alors apparaître, celui d'un prédateur sexuel, d'un tueur froid et méthodique. C'est cette trajectoire, celle d'un tueur discret, que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment cet homme banal, qui n'a jamais attiré l'attention de qui que ce soit, est-il devenu un meurtrier? Quel secret cachait-il dans une pièce fermée où nul n'était autorisé à pénétrer? Sa marche pour devenir un tueur en série venait-elle de commencer? Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Yves Morel. À l'automne 97, les gendarmes de Rouen vont commencer à s'intéresser à ce jeune père de famille, scrupuleux et réservé, dans le cadre d'une enquête ouverte pour disparition inquiétante. Ce mercredi 2 juillet 1997, le docteur John Griffin pousse la porte de la gendarmerie du Havre. Il vient signaler la disparition de sa fille, Elisabeth, 23 ans, étudiante à l'UFR de chimie de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Elle n'a plus donné de ses nouvelles depuis une dizaine de jours. Elisabeth occupe un studio au centre de Rouen, mais elle ne s'y trouve pas. Elle ne s'est plus rendue en cours cette dernière semaine. Personne ne l'a vue, elle ne répond pas au téléphone. Au regard du profil de la jeune femme, une étudiante studieuse partie en pleine période de partiel et qui n'a jamais affiché le moindre comportement déroutant, les gendarmes prennent tout de suite sa disparition au sérieux. Il est possible qu'Elisabeth Griffin ait eu un accident, mais aucun service de secours, aucun hôpital, aucun médecin n'a eu affaire à elle. Le lendemain, 3 juillet, la Seat Ibiza blanche de la disparue est signalée à 1 heure de Rouen, stationnée sur un parking de la cité HLM Le Clerval, à Lillebonne. Manifestement, Elisabeth, si c'est elle qui conduisait, a été pressée de quitter son véhicule. Les portières ne sont pas verrouillées. Il y a même son sac à main à l'intérieur. Elle y a laissé ses clés et ses documents d'identité. On y trouve son carnet d'adresse ainsi qu'un petit papier plié en 4 sur lequel figure cette inscription au stylo. Fred, le 24, à 10h. Le 24 juin est une date qui pourrait correspondre au jour où la jeune femme s'est évaporée. Les gendarmes de la section de recherche du Havre se penchent sur les relations d'Elisabeth Griffin. L'étudiante avait beaucoup d'amis, mais menait, semble-t-il, une vie plutôt rangée, soucieuse de réussir ses études de chimie. Au fil des jours et des semaines, des dizaines de témoins sont entendus, des expertises sont conduites, relevées d'empreintes et relevées de traces ADN dans la voiture d'Elisabeth, ainsi qu'à son domicile. Peu de résultats, si ce n'est une empreinte masculine ADN inconnue, retrouvée dans son studio, parfaitement rangé quand les enquêteurs le visitent. Une expertise graphologique est ordonnée sur le fameux morceau de papier. Il ne s'agit pas de l'écriture de la disparue. Toute personne s'appelant Fred ou Frédéric et pouvant avoir approché l'étudiante est recherchée. Là encore, les recherches empiriques et fastidieuses ne donnent rien. Aucune trace d'Elisabeth, aucun corps retrouvé. Les gendarmes savent que le temps joue en leur défaveur. Ils doivent aller vite. 23 enquêteurs sont mobilisés sur le dossier. 9 octobre 97, un peu plus de 3 mois après le signalement de la disparition d'Elisabeth Griffin, les gendarmes décident d'entendre le dénommé Jean-Yves Morel. Ils ont retrouvé le nom de ce technicien chimiste qui travaille pour l'entreprise de caoutchouc Bayer
dans les affaires de la disparue. Cet homme de 33 ans n'a jamais fait parler de lui. Son casier judiciaire est vierge. Il est marié à Nadine et père d'une petite fille de 18 mois. Jean-Yves Morel se présente à 9h précises à la brigade de gendarmerie de Notre-Dame de Gravenchon. Fait qui aiguise la curiosité des gendarmes. Morel avait signalé l'année précédente, avril 1996, la disparition de sa jeune belle-sœur, Marilène Rousset, 17 ans, jamais retrouvée. Et voilà donc que Jean-Yves Morel surgit dans le paysage de cette enquête. On va voir dans le chapitre suivant ce qu'il va répondre évidemment aux questions des enquêteurs. Pour l'instant, on s'arrête à ce début d'investigation, si je puis dire. Bonjour Philippe Bertin. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest, qui sont 2 quotidiens de Normandie, on peut le dire comme ça. Vous êtes donc un spécialiste de cette belle région et vous avez beaucoup enquêté sur de nombreux faits divers, dont cette enquête que vous connaissez parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Bertin, de troublant dans cette disparition ? Alors, dans cette disparition, il y a un contexte particulier, c'est celui d'un petit village qui se situe non loin dans le pays de Caux, non loin du Havre et de Rouen, à mi-chemin entre les 2 métropoles. Et ce qui est étonnant, lorsque moi je débarque dans cette histoire, c'est on me parle évidemment d'entrée de la personnalité de cet homme qui est considéré comme un père de famille modèle, et le contexte, évidemment, c'est la double disparition de ces deux jeunes femmes. On va avancer sur cette double disparition. On va en rester là, si vous voulez bien, avec la fille de John Griffin, qui a disparu. Qu'est-ce qu'il y a, encore une fois, de troublant ? On a l'impression qu'elle a laissé plusieurs indices derrière elle, et que finalement, c'est pas très clair, cette histoire de voiture retrouvée dans cette cité, etc. Alors, les indices sont nombreux, puis surtout, c'est ce qui est étonnant et ce qui est inquiétant, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est une jeune fille tranquille, étudiante, travailleuse. Tout le monde s'accorde à dire que elle est très sérieuse. Et ce qui est étonnant, c'est que, en effet, et c'est une gendarme d'ailleurs, qui va faire le lien entre les 2 disparitions, la disparition de Marilène Rousset un peu plus d'un an auparavant, et puis la disparition de cette jeune femme. Et puis le lien entre les 2, c'est en effet Jean-Yves Morel, puisque d'une part, Marilène, c'est la belle-sœur de Jean-Yves Morel, et la jeune étudiante Elisabeth a fait un stage dans l'entreprise où travaille Jean-Yves Morel à cette époque. Et moi, quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, bien après, pour retrouver, si j'ose dire, la mémoire de ces scènes de crime, moi j'ai été frappé par l'ambiance de ce petit village où tout le monde se connaît et où tout le monde, évidemment, connaissait la Fresnay, et où tout le monde connaissait, et en bien, Jean-Yves Morel. J'ai vu son voisin, ses amis, ses collègues de travail. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme ils disent. Encore un mot, Philippe Bertin. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement, Jean-Yves Morel? Si j'ose dire, mais ça va peut-être être très mal pris, mais c'est un employé de banque, quoi, un peu. Ils se reconnaîtront. Oui, ils se reconnaîtrent. Enfin, je veux dire par là que il est, comment dire, un peu austère, c'est ça. Un peu austère, oui, assez discret, les cheveux bien rangés, le costume bien mis. C'est quelqu'un qui, en tout cas, dans l'image qu'on a de lui à cette époque-là, moi quand je viens, c'est en effet quelqu'un qui est considéré comme très sérieux. Et c'est pas un extravagant. Un peu rigide, voilà. On va pas dire psychorigide, mais un peu rigide. En tout cas, c'est le portrait d'un passe-muraille que vous dressez là. C'est quelqu'un qui est un peu passe-partout. Bonjour Frédéric Frambeau. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. C'est un plaisir de vous recevoir. Votre contribution elle nous est très précieuse aujourd'hui et on va comprendre tout de suite pourquoi. Parce que vous avez été l'ami d'enfance de Jean-Yves Morel et vous êtes sans doute la personne qui le connaît le mieux, hormis peut-être sans doute sa famille. Donc votre témoignage nous est précieux. On a décrit rapidement cet homme. Quel est à l'époque, avant, là je parle avant qu'il ne soit mis en cause dans cette affaire, qui est-il
Oui, en effet, je le connais, en tout cas dans une des parties de sa vie, parce que Jean-Yves Morel, il a 2 visages. Vous l'avez dit en préambule. Et moi, j'ai connu ce premier visage-là quand j'étais donc lycéen à Rouen. On s'est connus au lycée. On n'était pas dans la même classe, mais on avait des amis en commun et on a fait du sport ensemble. On est allé au sport d'hiver ensemble. On est allé en Corse camper ensemble. Bref, c'était un de mes meilleurs amis à cette époque-là. Et rien ne laissait évidemment présager, sinon je serais pas là aujourd'hui. Il s'intéresse aux filles, Pas trop. C'est un sujet assez discret chez lui. On lui connaît très peu de petites amies, ou en tout cas il en parle pas. Jamais une blague salace, jamais une allusion. Au contraire, c'est quelqu'un de très sympathique, très gentil avec les filles, très prévenant, très doux. Oui, y a pas du tout nerveux, pas du tout agressif ou quoi que ce soit. Donc pas un comportement étrange vis-à-vis des filles. Aucun. C'est ce que vous dites. Alors, ça aura échappé à personne que votre prénom c'est Frédéric. Absolument. Et sûrement votre surnom c'est Fred, évidemment, et que vous apparaissez, malgré vous, dans cette enquête, puisque ce petit mot que qu'on a retrouvé dans cette voiture, Fred, rendez-vous, etc., vous allez être interrogé là-dessus. C'est le début de mon histoire dans cette histoire, en fait. Effectivement, au mois d'octobre de 97, les gendarmes me convoquent à la brigade de recherche de Rouen. Et m'explique pendant un bon moment pourquoi je suis là. Enfin, plutôt ne m'explique pas. Donc c'est un peu troublant quand on est confronté à ce genre de situation. C'est la première fois que ça m'arrive, évidemment. J'ai passé 4 ou 5 heures chez les gendarmes. Et je percevais, au fur et à mesure de leurs questions, qui cherchaient à comprendre ce que j'étais, qui j'avais fréquenté dans ma jeunesse, etc. Et puis assez rapidement, quand même, ils pose la question de est-ce que je connais Jean-Yves Morel. D'abord, est-ce que je connais Elisabeth Griffin? Évidemment, je la connaissais pas, mais est-ce que je connais Jean-Yves Morel? Et là, ma première réaction, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'explique pourquoi je suis là, le petit mot dans la voiture. Donc, vous pourriez être le fameux Fred. Je pourrais être le fameux Fred, et j'ai un alibi en béton, puisque le 24 juin 97, c'était le lendemain de la naissance de ma fille aînée, Camille. Donc, j'avais un bon alibi. J'étais à la mairie pour déclarer sa naissance. Donc voilà, on échange avec les gendarmes. Et ma première réaction auprès des gendarmes, c'est de dire mais impossible, ça peut pas être lui. Pourquoi il serait mêlé à cette affaire? J'en réponds comme de moi-même. Je lui confierai la garde de mes enfants. Donc c'était pour moi impossible. Et vous allez continuer sûrement à tomber des nues par la suite. La garde à vue de Jean-Yves Morel, qualifiée d'intéressante, va s'éterniser. Difficile pour les gendarmes de savoir si cet homme qui a réponse à tout dit la vérité ou joue à cache-cache. 9 octobre 97, Jean-Yves Morel fait face aux gendarmes, bien coiffé, lunettes, visage anguleux et austère. L'homme fait plus jeune que son âge. Ce fils de bonne famille, un père professeur de chimie, une mère enseignante, 2 sœurs, médecins et informaticiennes, s'exprime calmement et sans la moindre animosité. Il prend le temps de répondre aux questions qui lui sont posées. Il indique qu'il n'est pas étonnant que son nom figure dans les affaires de Elisabeth Griffin. Il la connaît. C'est une de ses anciennes stagiaires au laboratoire de Lillebonne. Il a gardé le contact avec elle, comme d'ailleurs avec les autres stagiaires. Il se souvient être allé au restaurant à 2 reprises avec Elisabeth. Au mois d'octobre ou novembre de l'année précédente, il l'a même aidé à résoudre des problèmes de chimie pour ses cours. Il s'est rendu chez elle à Rouen pour lui restituer des copies corrigées. Une fois, il les a laissées dans la boîte aux lettres. La deuxième fois, il affirme être resté sur le pas de la porte. Jean-Yves Morel explique que le mardi 24 juin, jour de la disparition d'Elisabeth Griffin, il s'est levé à 6h30 précise. Il s'en souvient parfaitement, lui qui déteste être en retard. Il a une parfaite mémoire des heures. Ce jour-là, il ne se sentait pas bien, une gastro-entérite. Il a appelé le laboratoire pour indiquer qu'il n'irait pas travailler. À midi, il a déjeuné avec son épouse. En fin d'après-midi, il est allé chercher sa fille chez la nourrice. Sa femme est rentrée vers 18h30. Le lendemain, 25 juin, il est à nouveau resté chez lui, malade. Les enquêteurs lui demandent s'il n'a pas quitté son pavillon de la Fresnay. Il assure que non. Il semble pourtant être sorti pour aller chez le coiffeur à Lillebonne. Il dit ne plus s'en souvenir. Dans son grenier, fermé à clé, il est retrouvé 140 cassettes porno et des tas de revues X. Sa femme tombe des nues. Elle n'avait pas accès à cette pièce. Les gendarmes ont des doutes, mais pas de preuves contre Morel, d'autant plus que l'ADN masculin retrouvé chez Elisabeth n'est pas le sien. Il ne s'agit pas non plus de son écriture sur le billet qui mentionne Fred, retrouvé dans le sac de la disparue. Le chimiste est libéré après 36 heures de garde à vue. 28 avril 1998, 10 mois après la garde à vue,
Les enquêteurs se présentent au pavillon de Jean-Yves et Nadine Morel à la Fresnay, petite commune entre Caen et Rouen. Ils ont recueilli le témoignage d'un voisin selon lequel Morel a fait des travaux chez lui. Le chimiste reste impassible. Un tout nouvel appareil, un géoradar, ausculte le jardin puis le garage. Ici, une zone grise se dessine à l'endroit où Jean-Yves Morel gare son bateau. Comme une tombe, dit tout de suite le technicien. En creusant, une dalle de béton apparaît, pas moins de 90 cm d'épaisseur, détruite au marteau-piqueur, rien en dessous, en apparence seulement. En continuant à creuser, les gendarmes tombent sur un sac en plastique noir, déchiré. Il délivre une odeur pestilentielle. Il s'agit du corps putréfié d'Elisabeth Griffin. Elle ne porte comme vêtement que son seul soutien-gorge. Il reconnaît l'avoir tuée. Quand on lui pose la question sur l'autre disparue, sa belle-sœur, il répond « Marilène, c'est pas moi ». Et on va voir que cette affirmation est un mensonge. Et pour l'instant, on en reste à cette première découverte. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe Bertin, journaliste pour La Manche Libre, qui vous connaissez parfaitement ce dossier, qu'est-ce qu'il dit sur la mort d'Elisabeth? Il va raconter que c'est une dispute, elle est morte après une dispute, c'est ça? C'est ça, il va raconter que c'est une dispute, que il lui avoue un certain nombre, enfin ses méfaits notamment avec Marilène, et il craint être dénoncé par Elisabeth, et donc il s'ensuit une grosse dispute, et il va la frapper contre une poutre de la maison, enfin contre la paroi de la maison, et il niera d'ailleurs qu'il l'a violée, oui. Mais il dit que c'est un accident en fait, qu'il a pété les plombs. C'est un accès de violence, oui, absolument. Un accès de furie violente. Alors il dément le viol, c'est important parce que effectivement l'histoire va démontrer sans doute autre chose par la suite. Mais pour l'instant il en reste là. Oui. C'est un accident. Voilà. Oui, et si j'ose dire, puisque vous parliez de la découverte de la tombe d'Elisabeth, qui est donc à 1,50 m sous terre. Très bien caché, parce que 90 cm de béton, c'est très épais. Absolument. Et d'ailleurs, le voisin que j'avais rencontré à l'époque de mon enquête, s'était étonné de voir Jean-Yves Morel sortir de terre des tonnes de gravats, etc., sans jamais les sortir de la maison, enfin du pavillon. C'est un petit pavillon classique avec un petit jardinet, enfin oui, tout ce qui est les photos, classique. Effectivement, et il ne sortait jamais de terre. Et donc il s'était étonné en disant mais qu'est-ce qu'il fait de toute cette terre qui remblait, et donc sans savoir qu'en effet il creusait une tombe pour Elisabeth à l'époque. Et quand les gendarmes sur place vont découvrir au bout de nombreuses heures de recherche avec le fameux géoradar qui avait été utilisé dans l'affaire du trou, il sera impassible. Il racontera d'ailleurs. Il dit rien. Non, et puis il racontera même. Il va blaguer avec un des gendarmes qui assiste aux recherches. Il va même lui demander des conseils sur la meilleure façon d'équiper son bateau. Donc, et il a toujours cette même ligne de conduite de dire aux gendarmes mais vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien. D'ailleurs, il s'était plaint au maire de la Fresnay en lui disant qu'on l'accusait de tout. Arrête, dis aux gendarmes d'arrêter de me chercher des poux dans la tête. Mais c'est complètement incroyable cette espèce de comportement. Il s'endort le soir des recherches. Voilà. Il est assis. Frédéric Frambeau, donc ami d'enfance de Jean-Yves Morel, il s'endort sur sa chaise. Les gendarmes m'ont dit, il était assis sur une chaise à côté du trou où ils étaient en train de découvrir le corps d'Elisabeth, et il s'est endormi. C'était le soir tard. Voilà. C'était dans la nuit, complètement. Alors il avait été KO aussi par sans doute. Certainement, mais bon, avec un détachement, et jusqu'au bout, il disait aux gendarmes mais arrêtez, vous trouverez rien, ça sert à rien, il y a rien ici, vous perdez votre temps, laissez-moi tranquille. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si je peux me permettre, les gendarmes ont failli arrêter les recherches, et il a fallu la pertinence et la ténacité d'un des gendarmes pour dire on continue, néanmoins, on continue, il y a quelque chose. Il faut creuser encore. Frédéric Frambeau, je le disais, ami d'enfance de Jean-Yves Morel, je voudrais avoir votre sentiment quand vous apprenez qu'effectivement il a avoué ce meurtre. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. À quoi vous pensez? Mon Dieu. On se rappelle toute sa vie de ce genre de moment, forcément. 28 avril 98, je travaille à Paris, je rentre à Rouen, et j'entends à la radio, découverte, maison de l'horreur, les corps, etc. Et là, c'est
le sol qui s'ouvre sous ses pieds, c'est un tsunami. Et tout à coup, le soir, au journal de 20h, on voit la photo de permis que je connais de gens, voilà, à la télé, et c'est son pote qu'on voit comme ça, à la une des journaux, etc. Et c'est ce à quoi on ne voulait pas penser finalement qui arrive, et la réalité qui nous comprend en pleine face. Et c'est vous ne pouvez pas comprendre, c'est ça? On ne peut pas. On ne peut pas, parce que pour moi j'étais intimement convaincu que ça pouvait pas être lui. C'était mon ami, donc. Il y a un mur que vous ne pouvez pas franchir. Exactement. C'est ça. Et Frédéric, tu l'appelles pas Jean? Oui. Enfin, je l'appelle pas Jean-Yves, je l'appelle Jean. Jean et Janus. Et Janus en plus, donc ça pour Janus, l'homme à deux têtes, de visage, effectivement. On l'appelait comme ça toujours depuis. Ah bah oui, alors là c'était prédestiné. C'est un peu c'est incroyable d'ailleurs, parce que Janus, l'homme aux deux visages. Encore un mot, Frédéric Frambault. Vous allez découvrir dans le dossier des gendarmes des photos qui appartiennent à votre ami, à Jean-Yves Morel, et elles sont étonnantes. Enfin, qui m'appartiennent, puisqu'il me les a dites-nous. Dérobées chez mes parents un jour où il a dormi, comme ça lui arrivait parfois dans la maison d'amis. Il y avait une armoire où je stockais des vieilles photos. Donc, et je découvre lors de ma deuxième audition chez les gendarmes, des scellés avec des photos que j'avais pris, donc d'amis, de petites amies ou de personnes de ma famille, photos tout à fait sobres, hein, mais il m'avait donc dérobé ces photos et on les a retrouvées dans le fameux grenier avec au milieu des cassettes porno, etc. Et là, je commence à avoir le doute quand même. C'était bien avant la découverte des corps, et quand même ça a commencé à me gratter un peu le cortex. Mais je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas. Ouais. Philippe Bertin, l'épouse, l'entourage ne s'est jamais douté de rien. On entend Frédéric Frambault qui dit qu'il tombe des nues. Je pense que l'épouse c'est pareil. Oui, alors elle tombe des nues, mais elle était, si j'ose dire, très soumise, Nadine. Elle était quelqu'un de très en retrait. Elle n'ouvrait pas ses relevés de compte. C'est lui qui faisait tout et il lui imposait, si j'ose dire, cette marche de vie. C'est ce qui ressort en tout cas de tous les témoignages que moi j'ai recueillis. C'est ce que pourra confirmer Frédéric Frambault qui connaissait bien Nadine. C'était une femme qui, alors, étonnamment, ressemble aux deux victimes. Oui, un mot là-dessus. C'est copie conforme, on a l'impression, les c'est ça. Deux victimes. C'est copie conforme. Quand les deux photos sont mises à côté. C'est troublant. C'est très troublant. Les deux femmes se ressemblent et ressemblent d'une certaine façon à sa propre épouse. Le technicien chimiste a reconnu le meurtre d'Elizabeth Griffin, probablement à l'issue d'une agression sexuelle. Il prend donc le chemin de la prison où il va rapidement faire d'autres aveux. 29 avril 1998, quelques heures après son placement en détention à la maison d'arrêt de Rouen, Jean-Yves Morel fait une tentative de suicide. Il est secouru et placé sous surveillance intensive. Après 5 jours de prison, et alors qu'il est déjà mis en examen pour homicide volontaire, précédé de viol sur Elizabeth Griffin, le technicien chimiste avoue un premier meurtre, celui de Marilène Rousset, 17 ans, la sœur cadette de son épouse, lycéenne en terminale. 2 ans plus tôt, avril 96, il signalait lui-même sa disparition auprès des gendarmes. Selon son témoignage, Marilène avait déjeuné chez eux à la Fresnay le 5 avril 96. Elle avait fait du repassage jusqu'à 16h, puis serait partie en laissant ce mot derrière elle: « Ne vous inquiétez pas, je reviens mardi ». L'hypothèse de la fugue sera privilégiée. Morel indique qu'il s'agissait là d'une mise en scène. Comme pour Elisabeth, il évoque une dispute qui aurait entraîné une bagarre et des coups. Jean-Yves Morel est ramené au pavillon de la Fresnay. Il indique avoir enseveli le corps dans un trou qui, dit-il, était à l'origine destiné à y planter un arbre. La dépouille de la malheureuse est effectivement découverte au fond du jardin, non loin du garage. Elle aussi est dénudée et porte un collant à partie déchirée. Le juge d'instruction, Christian Baleine, signifie à Morel sa mise en examen pour meurtre. Les gendarmes sont persuadés d'avoir face à eux un prédateur et un obsédé sexuel. Obnubilé par certaines jeunes femmes, il avait discrètement filmé sa belle-sœur lors d'une fête familiale, en s'attardant sur sa silhouette. Les enquêteurs vont alors passer en revue tous les dossiers de jeunes filles disparues de la région. Une 3e fille avait disparu il y a 4 ans près de la Fresnay. Morel habitait à cette époque à l'autre bout du village, dans une maison préfabriquée. Bonjour Jean-Marie Benet. Bonjour monsieur.
Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes actuellement procureur général à Montpellier, mais à l'époque, vous avez été l'avocat général qui, lors du procès, on va en parler dans le chapitre suivant, lors du procès, a fait les réquisitions contre Jean-Yves Morel. Alors, de toute évidence, ces deux jeunes femmes ont été agressées sexuellement, même s'il n'intéressait ni les faits. C'est tout de même le profil d'un agresseur sexuel qui apparaît, et ça assez vite. C'est quelque chose qui est effectivement venu en cours d'enquête, que ce soit un prédateur certainement, sexuel oui, parce que si vous voulez, très vite, lorsqu'on va découvrir le corps de la deuxième victime, qui est d'ailleurs dans l'ordre chronologique la première, bon voilà, elle est dans un état déshabillée, etc., et très vite, Jean-Yves Morel va dire qu'il l'a violée, voilà. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Autre élément important, c'est que en perquisition chez lui, on va trouver quand même un nombre de livres pornographiques et de cassettes à l'époque extrêmement importantes à caractère pornographique. Alors, Philippe Bertin, journaliste pour La Manche Libre, Jean-Marie Benet rappelle un petit peu les faits accablants contre cet homme. Pourquoi est-ce qu'il avoue finalement le meurtre de sa belle-sœur ? Parce que finalement, on n'avait pas retrouvé son corps jusque-là. Alors, on n'avait pas retrouvé son corps. D'ailleurs, la belle-sœur, on a pensé longtemps, en tout cas la famille, les enquêteurs ont pensé dans un premier temps et pendant de longs mois à une fugue. Et donc, je pense que c'est le poids familial qui va le conduire à avouer cela. C'est le poids aussi de sa propre histoire. Il est, si j'ose dire, prisonnier d'une histoire qui, va-t-il dire d'ailleurs, le dépasse, mais il est prisonnier de cette histoire. Et je pense que dans son contexte à lui, mais je ne peux pas mettre évidemment dans sa tête, mais je pense que ça a beaucoup compté dans l'histoire et dans la façon dont il a pu après raconter ça. Il a accès, vous qui le connaissez parfaitement, Frédéric Frambault, vous avez été son ami d'enfance et l'un de ses meilleurs amis. Il a comme ça un accès de culpabilité, on pourrait le dire comme ça, on peut imaginer que vous n'y croyez pas. Moi, j'y crois pas, que sa conscience l'ait rattrapé. Je pense que, comme Philippe le dit, il a été prisonnier de ses propres mensonges et que de toute façon, il pouvait plus nier l'existence de cette première tombe chronologiquement. Voilà. Après, il va revenir beaucoup sur ses déclarations. Il avait effectivement avoué le viol, puis après, au cours du procès, il a changé. Ça va être très changeant. Voilà, ça va être très très fluctuant. Donc je pense qu'il n'a pas le choix, c'est peut-être sa conscience qui le rattrape. J'ose espérer qu'il en a encore une à cette période-là. Est-ce la naissance de sa petite fille, peut-être, qui a joué aussi. Il a à l'époque une petite fille qui a 18 mois, à l'époque des faits, et donc ça a peut-être aussi compté dans son démarche. Le monsieur trop tranquille, comme on l'appelle à la freinée, ne va pas échapper à un procès aux assises. Il va devoir y répondre des morts d'Elisabeth et de Marilène. Dira-t-il ce qui s'est vraiment passé dans sa tête ? 16 février 2000, Jean-Yves Morel est dans le box des accusés de la cour d'assises de Seine-Maritime, à Rouen. Il pèse ses mots. Lors de ses premiers interrogatoires, il avait admis avoir tué Marilène Rousset et Elisabeth Griffin. Il avait confessé avoir violé cette dernière devant les jurés. Il ne reconnaît plus le viol et indique être simplement à l'origine de la mort des deux jeunes femmes. Dans une lettre adressée à son épouse, il assure qu'il avait une liaison avec sa sœur Marilène. Il explique que quand il a voulu rompre, Marilène se serait mise en colère, aurait exigé de l'argent et menacé de tout dire à sa sœur. Celle-ci, Nadine, est effondrée. Il n'a fait que mentir. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il dira la vérité, indique-t-elle. Le psychiatre Serge Brion indique que Morel a évoqué des coups de colère incontrôlés. Il a d'emblée affirmé qu'il souffrait d'anomalies sexuelles reliées à des brutalités reçues par son père. Le professeur ajoute que la responsabilité de l'accusé est entière. On a tous des défauts et des pulsions, mais on n'est pas obligé d'y céder, ajoute le psychiatre. Morel conteste alors l'absence de remords que lui prête le professeur. J'en ai tous les jours des remords. Je suis pleinement conscient du mal que j'ai pu faire autour de moi. Alors, c'est la perpétuité qui va être prononcée à l'issue de ce procès. Après 3 heures seulement de délibéré, c'est pas beaucoup. Jean-Marie Benet, vous êtes à l'époque l'avocat général qui a fait ces réquisitions, et vous êtes à ce procès, évidemment. Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'accusé ?
Alors je regarde le souvenir de quelqu'un d'assez froid, de très calme, de très posé dans ses propos. Il réfléchissait beaucoup à ce qu'il disait, surtout lorsqu'il a été interrogé à la fin du procès, interrogatoire de l'accusé. Pas du tout quelqu'un qui revendiquait, il était extrêmement calme, froid, posé. Voilà ce que je me souviens de lui. Quelqu'un d'assez ordinaire dans son apparence physique, pas du tout quelqu'un d'imposant, de massif. Alors il y a ce témoignage, monsieur le procureur, c'est le témoignage de son épouse lors du procès. C'est un moment fort, ça. Oui, c'était un moment important du procès, évidemment, parce que elle évoquait bien sûr elle a été trahie par Jean-Yves Morel, qui a été accusé d'avoir tué sa sœur. Et effectivement, elle a évoqué tous ces éléments, disant que elle avait vécu avec quelqu'un avec lequel elle avait eu un enfant qui, à l'époque du procès, était âgé de 3 ans, qui était véritablement quelqu'un qu'elle avait découvert au cours de la procédure et qui n'est pas du tout celui avec lequel elle pensait vivre et partager sa vie. Évidemment, puisqu'elle va être effondrée lors de ce procès, cette épouse. Frédéric Frambault, ami d'enfance de Jean-Yves Morel, vous êtes vous aussi à ce procès? Absolument. J'ai assisté à l'intégralité du procès. Voilà, parce que vous avez voulu voir, et peut-être essayer de comprendre d'ailleurs. C'est ça, qui a besoin de réponses, tout simplement. Est-ce que ces réponses vous ont été apportées? En grande partie, oui. Il y a encore, je pense, plein de zones d'ombre. Je pense que, comme le disait le procureur, il est le seul à maîtriser la véritable histoire, Jean-Yves. C'est-à-dire que à aucun moment du procès, on a senti qu'il perdait pied ou qu'il perdait le contrôle. Au contraire, même, il change de version. Il est très posé, très calme, et on sent qu'il tient sa ligne et que rien ne l'en fera dévier. Et ce qui est assez perturbant, parce que vu la cour d'assises, c'est quand même quelque impressionnant. Un décorum, etc. Voilà, exactement. Et il est absolument droit, impeccable, et il ne laisse rien transparaître, d'une froideur absolue, et je pense qu'il est encore, à l'heure actuelle, le seul à connaître la vérité, et comme sa femme, on a eu le sentiment d'être complètement trahi, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, finalement. C'est une autre personne, quasiment, que vous avez. C'est le syndrome Dr. Jekyll Mr. Hyde, c'est complètement ça, c'est deux personnalités complètement différentes. Janus, comme vous le surnommiez, bien avant qu'il ne commette ses crimes. Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest, vous êtes d'accord avec ça, parce qu'il choisit ses mots à la perfection, Jean-Yves Morel? Absolument, c'est l'image. Il n'y a pas de hasard avec lui. Oui, c'est l'image qui m'a été renvoyée de lui pendant mon enquête auprès de ceux qui l'ont bien connu. Frédéric, mais aussi des voisins, mais aussi des collègues de travail. Et puis avec cette dimension, moi, qui est apparue pendant toute la durée de mon enquête, c'est quelqu'un qui avait le mensonge facile, si j'ose dire, et qui s'inventait aussi des rôles et des vies. Il y a une anecdote qui m'a été rapportée par un de ses anciens collègues de travail à l'usine Bayer, là, de pétrochimie, c'est que souvent, ou en tout cas de temps en temps, il provoquait des coupures d'électricité en fin de semaine dans les laboratoires pour pouvoir revenir, pour qu'on l'appelle le week-end, pour apparaître aux yeux de ses collègues de boulot comme un héros, celui qui permettait de retrouver, de dépanner l'usine. Alors c'est très important ce que vous dites là, parce que ça c'est du narcissisme à l'état pur. Absolument. Et qu'il a besoin d'attirer l'attention, un pervers narcissique. C'est très troublant et c'est terrifiant en même temps, quoi. C'est-à-dire que des gens qui ont vécu à ses côtés se sont rendu compte en effet qu'il incarnait ou qu'il essayait de jouer à chaque fois des rôles, et c'était un menteur patenté. En 2 mots, Frédéric Frambault, il dit oui, j'ai des remords, il dit j'en ai souvent et j'en ai tous les jours. On peut y croire ou pas? Moi, j'ai jamais cru, évidemment, parce que je suis au cœur du truc et que c'est troublant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais voulu prendre contact avec lui depuis le début de l'enquête. C'est que, quoi qu'il dise, quoi qu'il me dise, qu'il nous raconte, je pourrais pas le croire. Le technicien chimiste va effectivement être condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il ne va plus faire parler de lui en détention, après avoir laissé derrière lui une multitude de vies brisées. Lors du procès à Rouen, Nadine Morel, l'épouse de l'accusé, avait clamé sa détresse de femme trahie et manipulée. La personne qui a tué ma sœur, c'est mon mari. C'est quelque chose de tout à fait particulier. De cette union, j'ai une petite fille qui a 3 ans. Elle a vécu cette situation comme nous. Je ne sais pas quel sera l'avenir pour elle, mais je souhaite que dans sa petite tête,
tout soit clair, dit-elle. Le docteur Griffin, le père d'Elisabeth, la deuxième victime, ne peut lui que ressasser son chagrin. C'est terrible de devoir tuer une jeune fille parce qu'on n'arrive pas à la séduire, confiera-t-il en marge des audiences. Les enquêteurs auront tout fait pour faire jaillir la lumière sur cet homme qui n'aura cessé de jouer avec la confusion. La peine de sûreté est arrivée à échéance. Elle ne signifie pas pour autant que Jean-Yves Morel pourra sortir de prison. Il lui faudra avant cela prouver qu'il n'est plus dangereux pour la société et toutes les femmes qu'il pourrait dès lors rencontrer. Philippe Bertin, est-ce qu'on sait ce que devient Jean-Yves Morel aujourd'hui ? Alors j'ai essayé de le savoir, je ne sais pas du tout. On ne sait pas s'il est toujours incarcéré ou pas. On est dans la zone là où il pourrait être libérable. Absolument. Et je suis ça de près évidemment, mais j'ai demandé au magistrat, j'ai essayé d'avoir l'information. Pour l'instant, je ne l'ai pas, mais en effet, il est dans une période où il pourrait sortir. Mais ce qui aussi m'interroge et m'interpelle sur cette affaire, c'est qu'au-delà de ces deux malheureuses victimes, il y aurait pu y en avoir une troisième. Vous me précédez, parce que là, les gendarmes d'ailleurs se sont posé la question, et les magistrats aussi, et le juge d'instruction aussi, ils se sont dit, après tout, il y a deux meurtres, il était parti pour une série, presque un serial killer, un tueur en série. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui ont été menées sur certains cas ? On peut se poser la question, en effet, de savoir si il a le profil d'un serial killer, mais autour de son univers professionnel, il y a notamment une jeune femme, je crois que les gendarmes ont enquêté là-dessus, qui était, entre guillemets, dans la visée de Jean-Yves Morel. Alors, je ne sais plus son prénom, je ne sais plus si c'est Monica ou Monique. En tout cas, elle était visée, car il avait fait un process opératoire un peu autour d'elle, un peu de la même façon qu'il avait une approche, en même temps que il avait de la même façon qu'il avait essayé de séduire, si j'ose dire, Elisabeth, en lui promettant un nouveau stage. Puisqu'il l'avait appelée pour cela, et que la jeune femme était en recherche d'un nouveau stage professionnel dans le cadre de ses études. Et autour de cette stagiaire, il m'a été rapporté de cette deuxième stagiaire qu'il avait fait un peu de la même façon. Donc on aurait pu très bien imaginer qu'il était dans une dynamique criminelle. Absolument, qu'il était dans une dynamique criminelle, absolument. En plus, il y avait Frédéric Frambeau. Il y avait une similitude physique en plus. C'était absolument troublant pour les gendarmes. C'est qu'elle était aussi pas très grande, cheveux courts au carré, brune, comme les deux autres victimes. Donc là, ça confirme ce que vous nous disiez, Frédéric Frambeau, c'est qu'il y a encore plein de zones grises autour du personnage. Et les photos qu'il m'avait pris chez mes parents, comme par hasard, il y avait deux personnes qui avaient aussi un profil physique équivalent. Donc je pense qu'il avait absolument le profil et le prototype, le stéréotype en tout cas du tueur en série, clairement. Ouais, dans le mode opératoire. Il était peut-être en voie de, si on l'avait pas arrêté là, et presque un petit peu pas par hasard, j'ai envie de dire, mais avec l'obstination des enquêteurs, il serait peut-être passé au travers des mailles du filet. Philippe Bertin et Frédéric Frambeau, vous êtes là tous les deux, évidemment, dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui. Vous préparez un livre Absolument. sur cette affaire. Il n'est pas sorti, donc on en parle très, très librement. Non, mais juste un mot, vous avez rencontré beaucoup de monde. Oui, absolument. On a rencontré... Et c'est une affaire, Philippe Bertin, qui est toujours très vive dans ce coin de Normandie. Absolument, c'est très prégnant. C'est une histoire, j'ai enquêté sur beaucoup de scènes de crime en Normandie. J'enquête aussi régulièrement sur des faits divers dont j'essaye de retrouver les traces et les protagonistes, et celle-là, celle que la presse a baptisée la maison de l'horreur, s'agissant de cette maison de la Fresnaye, elle est sans doute plus prégnante que toutes les autres, parce que, on l'a dit depuis une heure, c'est un contexte particulier, c'est une famille particulière, c'est un portrait particulier, singulier de cet homme au-dessus de tout soupçon, et puis c'est une affaire qui va bouleverser toute une commune, une petite commune, il y a 2000 habitants à la Fresnaye. Donc, je le disais précédemment, tout le monde se connaît, et l'histoire de Jean-Yves Morel, c'est une histoire qui
parle encore, qui interpelle encore, et c'est la raison aussi pour laquelle, avec Frédéric, on souhaite revenir sur cette histoire, à la fois sur la personnalité de ce coupable, de ce meurtrier, et sur le contexte particulier. Oui, puis une histoire, il faut le rapporter, qui a fait des dégâts considérables, parce qu'effectivement, il y a eu ces 2 jeunes femmes assassinées, mais il y a une famille disloquée derrière, une épouse qui est partie avec sa petite fille sans rien comprendre, etc., et des familles dans le malheur. Le dernier mot avec vous, Frédéric Frambault, ami d'enfance de Jean-Yves Morel. Vous n'êtes jamais allé le voir en prison? Non, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai jamais ressenti. Enfin, évidemment, j'y ai pensé de multiples reprises, mais encore une fois, avec l'intime conviction que quoi qu'il me dise, quoi qu'il se passe, je ne pourrais pas le croire, donc ça me servait à rien. J'avais ma propre conviction. J'ai assisté au procès, j'ai pris des notes pendant tout le procès. C'est d'ailleurs une des thématiques qu'on reprendra dans le livre avec Philippe, c'est que voilà, j'avais besoin de vivre ce moment particulier, mais pas avec sa vision à lui, parce que de toute façon, elle serait biaisée quoi qu'il me dise. Donc, il pourrait à nouveau vous raconter bien sûr, des histoires, comme il a gardé le contrôle depuis le début de cette histoire. Merci beaucoup Frédéric Frambault, Philippe Bertin et Jean-Marie Bonnet d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.